Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de plus en plus récurrent, qui est de plus en plus présent chez pas mal de gens. C'est un sujet que je vais de plus en plus évoquer sur la chaîne YouTube, vous allez voir, c'est les maladies auto-immunes. Et aujourd'hui, pour en parler avec moi, je suis avec Kenna. Salut Kenna. Salut Wilfried. Alors Kenna, donc toi tu es spécialiste, tu es naturopathe et tu as une culture scientifique, parce que du coup à la base tu es pharmacienne, donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça justement, et aujourd'hui tu t'es spécialisé sur les maladies auto-immunes. Donc on va dialoguer un petit peu de tout ça pour voir un peu justement comment on peut mettre au silence une maladie auto-immune grâce à notre environnement, grâce à l'alimentation, grâce aussi peut-être à d'autres choses. Alors Kenna, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et pourquoi tu en es là aujourd'hui? Avec grand plaisir. D'abord, je dis salut Wilfried, mais bonjour à tous également. Donc, comme tu l'as dit, en fait, je suis de profession pharmacienne. J'ai passé donc une thèse d'exercice puisque j'étais destinée à pouvoir travailler au comptoir, donc en officine. Donc, au bout de ma 6e année, j'ai fait une thèse. Et cette thèse-là portait sur le traitement hormonal substitutif de la ménopause. Et puis notamment les limites, c'est-à-dire il y avait quand même un grand scandale à cette époque-là sur les effets secondaires du THS des femmes qui prenaient pour la ménopause. Donc c'était déjà une petite piste pour me dire, bon bah il y a une interrogation, il y a des médicaments mis sur le marché, mais il y a des bémols, on peut rencontrer des problèmes. Et puis donc j'ai travaillé pas très longtemps en office. Et je me suis retrouvée complètement problématique qu'en face, il y avait des personnes qui venaient pour acheter leurs médicaments et qui me posaient des questions complémentaires au niveau intestinal. Et j'étais incapable de pouvoir y répondre. Et finalement, bien frustrée, j'ai décidé de pouvoir faire... j'ai entendu parler des diplômes universitaires qui sont super, de phytothérapie, aromathérapie. Donc moi, c'était à Nantes. Donc sur les huiles essentielles, la complémentation, comment apporter un plus pour tout ce qui est les symptômes, la symptomatologie. Et puis un DU, donc un diplôme universitaire de micronutrition, où j'ai rencontré beaucoup de médecins en fait avec les mêmes problématiques que moi et des pharmaciens, sachant ne pas quoi répondre pour pouvoir soulager les patients. Et puis une fois ce pied à l'étrier, pareil, une fois qu'on pousse la porte, c'est une vraie porte battante. Donc là, c'est Master 2 que j'ai fait avec une spécialité en pharmacocinétique. Donc déjà, interaction médicamenteuse, c'est un grand mot scientifique, mais qui explique comment un médicament peut entraîner un effet indésirable ou interagir même soit avec des huiles essentielles ou avec des compléments alimentaires qu'on peut prendre. Ça m'intéressait beaucoup. Et puis aussi qui traitait de la toxicologie environnementale. Donc, comment est-ce que ça peut impacter dans nos assiettes et donc peut-être engendrer par l'environnement, là où on vit, la maison, etc., peut-être une pathologie. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer une équipe qui est scientifique et extraordinaire, très humaine et très inspirante, qui m'a convaincue en fait de pouvoir passer ma thèse en 4 ans. Donc là, elle est toute fraîche, je viens de la soutenir, passer le stress quand même depuis décembre, en décembre dernier, et qui est portée sur les maladies auto-immunes. Et notamment, je voulais faire un peu un mix de tout ce que j'avais un peu appris. C'est quelle pourrait être la place de la phytothérapie pour traiter des maladies auto-immunes. Voilà. D'accord. Bon, du coup, Et puis, tu as eu ta pardon. thèse. T'as eu ta thèse. Voilà, mais par grande Bravo. chance. Félicitations. Et puis, merci beaucoup. Et c'est vrai que là encore, il y a eu un petit bémol, c'est que il n'y avait pas cette vision holistique. J'ai cherché cette vision holistique qui pouvait expliquer, parce que c'est vrai que les médecines actuelles sont très compartimentées, alors pas toutes. Et donc, j'ai fait des études de naturopathie à côté, à l'Académie européenne des médecines naturelles, voilà, pour cette vision holistique. Donc, ce qui est bien, du coup, c'est que tu as une vision hyper globale parce que tu as à la fois le bagage scientifique, on va dire la médecine plus traditionnelle, et puis tu t'es formé sur la médecine, on va dire, holistique, la façon de voir un peu plus ouverte que les médecins peut-être ne vont pas forcément voir tout de suite, quoi, en fait. Mais qui commencent à avoir. Parce que quand il y a les patients qui viennent et qui disent, ça a commencé déjà avec le lait. Le lait et la notion de naturopathe. Je pense que les naturopathes ont commencé à être connus à partir du moment où il y a eu le problème du lait. Parce que un de leurs premiers conseils, c'était d'éviter le laitage. Et les médecins, au début, ont dit, mais c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? Parce que justement, ils n'arrivaient pas à répondre, en fait, à cette demande-là et à cette problématique-là d'infection ORL récurrente, etc. Donc, et puis c'est légitime parce qu'en fait, ils n'ont pas cette profession-là, cette formation-là aussi. Et donc, les naturopathes, en complément, sont venus. Donc, c'est le premier commencement, en fait, ces médecines alternatives.
C'est notamment par les laitages, etc. Donc c'est bien, on va dire que peut-être les nouveaux médecins, peut-être les médecins de nouvelle génération vont avoir peut-être un peu plus de Oui. vision à ce niveau-là. Peut-être que les vieux médecins sont un peu enfermés dans leur vieille croyance peut-être, et puis qu'aujourd'hui les jeunes médecins sont plus ouverts en tout cas. Oui, oui, et puis il y a des nouveaux DU qui apparaissent pour eux. C'est-à-dire des diplômes universitaires. Je pense il y a, je sais pas, il y a 20 ans, il n'y avait pas ça. Hein. Phytothérapie, aromathérapie, micronutrition, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc oui, on y croit. C'est vrai que les médecins, en fait, finalement, ils parlent pas tant que ça de la partie nutrition, alors que, comme disait Hippocrate, le père de la médecine, que l'alimentation soit ta première médecine, pourtant. Oui, mais on y vient, on y vient. Ok, donc du coup on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc on va parler des maladies auto-immunes, parce que du coup c'est ta spécialité. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ou qui regardent cette vidéo, parce que justement ils sont juste un petit peu curieux, est-ce que tu peux nous expliquer en fait dans les grandes lignes ce que c'est qu'une maladie auto-immune? Oui, alors d'une part, juste avant, si tu me permets, pourquoi ce sujet est particulièrement intéressant pour deux raisons. D'une part, un peu comme le cancer, donc il y a souvent ce parallèle en fait, c'est qu'il n'y a pas de cause claire définie. On parle d'étiologie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir, il n'y a pas de cause clairement identifiée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, c'est une urgence de santé publique parce que c'est une préoccupation qui vient, on va le voir pourquoi, parce qu'il y a un énorme boom depuis quelques années. Alors, dans maladie auto-immune, il y a quoi comme mot? Il y a auto, donc soi-même, et immunité. C'est-à-dire qu'en fait, l'immunité, c'est quelque chose de fondamental, pas que dans la maladie auto-immune. C'est en fait la base pour les pathologies hivernales, pour plein de choses, puisque tu avais fait notamment récemment une vidéo concernant les pathologies hivernales il n'y a pas très longtemps. Et il faut savoir qu'un bébé sur 100 000 naît sans système immunitaire. C'est ce qu'on appelle le syndrome de déficience immunitaire, d'accord, sévère. Et nous, on peut s'estimer extrêmement chanceux, parce que justement, on a cette immunité-là, on a ce bouclier, cette protection contre les agents pathogènes, ce que j'appelle agents pathogènes, bactéries et virus notamment, d'accord ? Où va se trouver ce système immunitaire? Dans le corps, c'est-à-dire que dans des toutes petites unités qui sont des cellules immunitaires, donc dans tout le corps. Quand on dit maladie auto-immune, pour le définir plus clairement, ce sont des maladies inflammatoires chroniques. Ça veut dire quoi, inflammatoire? Qui dit inflammation dit au départ stress-oxydant. Donc il y a un stress-oxydant. Ce stress-oxydant, il va devenir chronique. Ça va donner une inflammation. Cette inflammation elle-même va devenir chronique. Et puis cette chronicité va s'installer au bout de quelques années et donc va déclencher une maladie auto-immune. Donc pour finir, le système immunitaire a un rôle essentiel. Et quand il devient en fait parano, il s'emballe complètement. Il ne va pas combattre que les antigènes, mais il va combattre nos propres cellules. C'est pour ça qu'on parle d'auto-immunité. Donc pour faire hyper simple, c'est un peu comme dire que le système immunitaire, notre propre système immunitaire, notre armée qui est là pour nous défendre, se retourne contre nous, en fait, attaque. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, les maladies auto-immunes, comme tu disais, en fait, c'est un peu compliqué parce que les causes ne sont pas toujours clairement établies. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, voilà, pour faire simple, quelques grands exemples de maladies auto-immunes pour que les gens tout de suite peuvent cibler, parce que je pense que beaucoup de gens dans leur entourage ont des personnes qui ont des maladies auto-immunes. Donc donner quelques petits noms comme ça qui peuvent parler pour la majorité des personnes de maladies auto-immunes assez connues. Oui. Alors en fait, il faut savoir que la maladie auto-immune, c'est la 3e cause de morbidité après les pathologies cardiovasculaires et les cancers, d'accord? Mais le classement des maladies auto-immunes, il y en a à peu près 80 à 100. Donc ça va être difficile de les classer parce qu'elles sont cliniquement très différentes. Par exemple, il n'y a aucun rapport entre le diabète de type 1 et le lupus, par exemple, ou le diabète de type 1 et le syndrome de Guillain-Barré, d'accord? Donc ce qu'il faut savoir, pour être très simple, c'est qu'il y a 2 grandes catégories de maladies auto-immunes. Il y a les maladies auto-immunes dites d'organes, ça veut dire que ça va toucher un organe particulier, comme la thyroïde, c'est la maladie de base d'eau, ou alors va toucher l'organe comme le pancréas, c'est le diabète de type 1. Ça, c'est la première catégorie, donc maladie auto-immune d'organes. Deuxième catégorie, maladie auto-immune systémique. Donc la notion de système, ça veut dire que plusieurs organes vont être touchés, comme le lupus. Ça va toucher la peau, ça va toucher les articulations, ça va toucher les globules rouges, ça va toucher les reins. D'accord? Donc, premièrement, 2 grandes catégories de maladies auto-immunes d'organes et systémiques. Quand ça va toucher les articulations, ça va être, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde ou la spondyloarthrite ankylosante. Quand ça va toucher ce qu'on appelle les connectivites, tout ce qui est connexion, d'accord? Le lupus érythémateux disséminé ou la sclérodermie, par exemple, systémique. Quand ça va toucher tout ce qui est système vasculaire, c'est la maladie de Horton, donc l'artérite temporale, d'accord? Ça peut être aussi le purpura rhumatoïde ou alors la maladie de Behçet.
qui est un peu moins connu. Mais quand ça touche la thyroïde, donc ça, j'ai donné l'exemple déjà, c'est la maladie de Basedow, mais il y a aussi la maladie d'Hashimoto. Quand ça touche le pancréas, c'est le diabète de type 1, insulinodépendant à ne pas confondre avec le diabète de type 2. Ça revient en général vers l'âge de 50 ans. Voilà. Quand c'est les muscles, alors un peu moins souvent, mais c'est la myasthénie, c'est-à-dire la fatigue musculaire récurrente. Le système nerveux, bah, ça c'est un peu plus connu, hein, malheureusement, c'est la sclérose en plaques et le syndrome de Guillain-Barré. La peau, ça sera le psoriasis. On classe aussi le vitiligo dedans. Et puis, bon, le foie, on en parle un peu moins, c'est la cirrhose biliaire primitive, mais on en parle un peu moins. Et puis, pour finir, ce qui est quand même beaucoup plus courant, ce sont quand ça touche les intestins, c'est-à-dire la maladie cœliaque, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, donc en fait, toutes les maladies inflammatoires chroniques intestinales, on appelle ça les MICI. Ok. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des pathologies de type auto-immune, ne sont pas forcément au courant que c'est même un problème auto-immun. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que je trouve que c'est en pleine explosion. Je ne sais pas si c'est peut-être les réseaux sociaux qui font que les gens prennent conscience, ou c'est l'environnement dans lequel on vit qui est de plus en plus pathogène, on va dire, mais j'ai l'impression que ça augmente. Qu'est-ce que tu en penses de ton point de vue, toi? Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus? Ça, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, les choses clairement, parce qu'il y a deux choses à voir. D'une part, il y a des choses qui sont clairement établies, il y a des facteurs clairement établis, et puis il y a des facteurs qui sont fortement suspectés. Et en fait, on se doit de les distinguer, d'accord? La chose qui est clairement établie, c'est que finalement, ça touche principalement les femmes. C'est-à-dire, on a des chiffres, 75% de femmes contre 25% d'hommes. C'est énorme. Pourquoi? Alors, là, par contre, il y a une suspicion et il y a déjà un début. On parle, donc déjà, il y aurait un facteur hormonal. C'est-à-dire qu'on part du principe que les oestrogènes, qui sont des hormones féminines, entre guillemets, pour simplifier, hein, parce qu'il y en a aussi chez l'homme, seraient responsables, en fait, de l'apparition des maladies auto-immunes. Auraient, en tous les cas, un lien, si c'est pas responsable. La testostérone, qui est principalement chez l'homme, a un effet déjà et un caractère légèrement immunosuppresseur. C'est ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi les hommes sont moins touchés que les femmes. Donc, clairement, il y a 5 facteurs qui pourraient à peu près être identifiés et qui sont clairement établis. D'une part, la notion de génétique. La génétique, il existe en effet des familles de maladies auto-immunes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait des mutations d'un gène particulier, notamment le gène HLA. Bon, on en parle notamment pour le cancer du sein. Mais que cette génétique, elle pouvait expliquer que 10% de l'héritabilité. C'est pour ça que je ne sais pas si tu en as entendu parler ou même ceux qui écoutent, la notion d'épigénétique. Tout à fait, ouais. C'est extrêmement important. Voilà. J'ai fait une vidéo là-dessus en fait pour notamment expliquer comment l'environnement influence l'expression de nos gènes en fait. Ah bah autant pour moi. Bah comme ça je pourrais la regarder avec grand plaisir, tu vois. Merci. Voilà. Et ça c'est. Alors je vous invite tous à regarder en fait la vidéo de Wilfried concernant l'épigénétique, c'est super important. Deuxième chose, le facteur environnemental. Maintenant, on peut clairement dire qu'il y a un lien entre la notion de perturbateur endocrinien, donc ça tout le monde en parle maintenant, perturbateur endocrinien, la présence de plastique notamment dans notre alimentation, et puis les notions d'infection, c'est-à-dire les infections présentes environnementales, notamment virales, donc il y a un lien précis entre le virus de l'herpès par exemple et la sclérose en plaques, et les infections bactériennes, d'accord? Troisième facteur, j'ai dit qu'il y en avait 5, troisième facteur c'est la notion de stress. En général, les personnes qui sont atteintes de maladies auto-immunes, dès qu'il y a un choc ou un épisode de stress, il y a souvent une poussée, puisque en fait les maladies auto-immunes marchent par poussée-rémission, poussée-rémission. D'accord? Quatrième chose, et ça notamment pour la maladie de Crohn, mais pour toutes les pathologies auto-immunes, le lien clairement défini entre tabac et apparition de la maladie auto-immune. Ça, c'est clairement défini. C'est-à-dire qu'il y a un risque qui est démultiplié quand il y a une prise de tabac. Et cinquièmement, mais ça on va parler un peu plus, je pense, sur la flore intestinale. Donc tout le monde en parle énormément de cette flore intestinale, c'est extrêmement important. Mais la notion d'excès d'antibiotiques, d'accord, on verra un peu plus, et l'état du microbiome. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Ok, c'est intéressant du coup, tu as juste évoqué la cigarette. Et moi, dans mon entourage, alors je ne le fréquente plus maintenant, mais j'avais des amis en fait qui avaient la sclérose en plaques, et 100% des personnes qui avaient la sclérose en plaques fumaient. Alors, c'est pas pour dire qu'il y a une relation de cause à effet systématique, mais en tout cas, clairement, je pense que ça n'aide pas du tout, quoi, clairement. Mais non, exactement. Et puis, on parle de gènes qui s'allument, qui s'éteint, mais c'est un peu comme une cigarette, c'est pareil, elle s'allume, elle s'éteint. Mais cette cigarette-là, en fait, en fonction de ses composantes, il va y avoir aussi un allumage de certains gènes, il va y avoir une réaction avec l'ADN,
avec ce qui fait en fait notre composante génétique. D'accord? C'est pas pour diaboliser quelque chose, mais c'est pareil pour les notions de, comme on dit, vapoter en fait. Voilà, c'est pareil, on ne connaît pas. Tant qu'on n'a pas de recul sur les choses, on ne sait pas quelles sont les interactions réelles. Voilà. Ok. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, si on veut essayer de lutter contre une maladie auto-immune, il va falloir déjà essayer de faire un gros effort peut-être sur notre environnement. Essayer de travailler sur l'alimentation, sur peut-être l'activité physique, sur la façon dont on vit en fait, quoi. Donc, alors, juste avant qu'on évoque tout ça, est-ce que déjà tu pourrais nous dire quels sont actuellement les traitements allopathiques, donc de la médecine traditionnelle, que l'on met en œuvre pour essayer de soigner une maladie auto-immune? Alors, comme tu disais, il y en a beaucoup et je pense qu'il y a du coup plusieurs protocoles qui vont dépendre de la maladie, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses communes en fait finalement? Est-ce que les médecins ne sont pas un peu désemparés et qu'est-ce qu'ils font concrètement pour lutter contre la maladie auto-immune aujourd'hui, quoi? Ça, c'est une question intéressante qui est un peu compliquée dans le sens où je pense que d'une part, et c'est pour ça qu'il y a un boom, là on s'écarte un peu, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a un boom aussi de la phytothérapie, de l'aromathérapie, des recettes de grand-mère, etc. Parce qu'on touche à un point essentiel, c'est la notion d'individualisation du traitement. Donc, il y a des personnes pour lesquelles ces traitements immunosuppresseurs, etc., vont très très bien correspondre à leurs besoins, c'est-à-dire à leur manière en fait de conceptualiser leur traitement, leur guérison, etc. Pour répondre le plus clairement possible, il y a 3 types de traitements conventionnels ou de traitements allopathiques. Premièrement, ça va être les médicaments qui vont inhiber le système immunitaire, d'accord ? Notamment les corticoïdes et les immunosuppresseurs. Immunosuppresseurs, ça supprime l'immunité. Donc dedans, il y a notamment le méthotrexate, qui est un anticancéreux. Donc ils sont pris généralement par voie orale et souvent pendant longtemps, d'accord ? Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que ces médicaments-là ne suppriment pas seulement les réactions auto-immunes, mais vont aussi supprimer la capacité de l'organisme finalement à pouvoir se défendre, d'accord, contre les substances étrangères. Logique. Finalement, en fait, on essaye de calmer le système immunitaire, mais peut-être un peu trop au final. Est-ce que du coup, les effets secondaires ne sont pas justement d'être plus sensibles aux maladies autres du coup? C'est ça. En fait, c'est ça. C'est que le problème, c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'on est un peu plus sensible aux substances étrangères. Deuxièmement, il y a pour certaines pathologies, je pense notamment à la sclérose en plaques, des médicaments en fait qui bloquent. C'est-à-dire qui bloquent un facteur précis qui est présent, qui est un facteur inflammatoire, qui est le facteur de nécrose tumorale. Sans rentrer dans les détails, ça s'appelle le TNF-alpha, d'accord? Et en fin de compte, en le bloquant, le problème, c'est qu'il y a aussi une augmentation du risque d'infection à long terme pour ces patients. Troisième chose, là c'est un peu moins connu, mais quand même, je pense que c'est intéressant de le souligner, c'est la notion de plasmaphérèse. C'est-à-dire plasmaphérèse et d'injection d'immunoglobuline. Plasmaphérèse, ça veut dire quoi? Le plasma, donc c'est tout ce qui est plasmatique, le sang. Le sang du patient va être filtré et réinjecté à la personne, d'accord? C'est comme s'il était épuré. Et l'injection d'immunoglobuline, on va injecter justement des anticorps pour pouvoir que la personne puisse réagir. Mais on ignore encore quel est le mécanisme réel d'action, d'accord? Il faut savoir que ça existe. Donc 3 types de traitements possibles. Et du coup, toi, est-ce qu'on a un recul sur les résultats? Est-ce que globalement ça marche bien? Est-ce qu'il y a des succès, des échecs? Est-ce que ça marche? Alors, ouais, mais c'est intéressant. Généralement, ça marche bien pour soulager notamment les symptômes, pour pouvoir limiter en fait les poussées, hein, notamment les crises aiguës. Le problème, en fait, c'est quand on prend des corticoïdes, quand on prend des immunosuppresseurs, toute la difficulté et la problématique, c'est de pouvoir pallier aux effets secondaires, en fait, déjà des corticoïdes, d'accord? Je prends cet exemple-là, c'est l'exemple le plus récurrent. Intestinal, on sait que les corticostéroïdes ont un impact sur tout ce qui est flore intestinale. Donc finalement, en fait, c'est un peu comme un cercle vicieux et ces mêmes personnes-là vont se plaindre de maux qui sont en fait les effets indésirables de ces traitements. Donc tout n'est pas à jeter, mais en fait il y a des problématiques dues à ces traitements. Voilà. Et puis comme très souvent, malheureusement, dans la médecine traditionnelle, on va chercher, comme tu le disais, à soigner des symptômes, mais pas les causes en fait, quoi. Et ça en fait, moi, je travaille pas mal là-dessus justement, sur ma philosophie, moi, qui est donc le paléo. Quand on essaie de soigner une maladie, en fait, on essaie de voir déjà pourquoi on a cette maladie avant de se dire, tiens, on va essayer de soigner les symptômes, quoi. Donc, qu'est-ce que peut nous apporter justement la médecine, les médecines, on va dire, autres que la médecine allopathique là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut mettre en place? Donc, toi, tu t'es spécialisé notamment en phytothérapie, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aller au-delà de la médecine allopathique?
Alors ça c'est intéressant. D'une part, je pense que déjà la première chose à faire, c'est quand le diagnostic est posé. Parce que quand le diagnostic est posé, d'une part, le fait d'être acteur de sa propre maladie et de pouvoir individualiser finalement ce qui nous fait du bien, c'est déjà une première manière d'aller vers le chemin finalement du bien-être. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ne pas se précipiter sur tout ce qui est statistique et notion d'Internet. Parce que ça aujourd'hui, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un réflexe qu'on a, quoi. On diagnostique une maladie et une heure après, on est sur Internet en train de voir directement tout ce qui se raconte sur la maladie. Et d'ailleurs, on peut devenir presque un peu psychosomatique en fait. C'est dire. C'est exactement ça. D'une part, c'est lutter contre le fait d'être hypochondriaque. Je pense que c'est la plus grande lutte. Oui, pourquoi? Parce que... excuse-moi, j'ai dit psychosé, mais c'était hypochondriaque, excuse-moi. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et en fait, pourquoi? Parce que Internet, c'est extrêmement intéressant. La preuve, regarde, on est en train de faire ensemble par Skype des choses, de partager. Enfin, moi, par Internet, si j'ai pas Internet, voilà, c'est une petite mort, mais c'est extrêmement intéressant. Après, toute la difficulté, et c'est là où finalement les professionnels de santé ont un rôle, et c'est ce qu'ils essayent de faire, je pense, à leur niveau, c'est de pouvoir savoir quelle est la bonne information de la mauvaise information. Et c'est là où toute personne, même celle qui écoute, doit avoir cet esprit critique. Hein? Ça, c'est fondamental. Donc, ne pas se précipiter déjà sur Internet pour savoir quelles sont les statistiques, comment, parce que c'est propre à chaque individu. C'est fondamental. Autre chose, pour soulager les symptômes notamment, je parle par exemple pour la notion de symptômes articulaires, hein, dans tout ce qui est poussé, pour la polyarthrite rhumatoïde, etc. Tout ce qui est phytothérapie, huile essentielle et aromathérapie, c'est extrêmement important. Alors je ne sais pas si tu as entendu ou si vous avez entendu, enfin ceux qui écoutent, la notion des 60 millions de consommateurs et qu'on pointait du doigt et qui commencent à pointer du doigt, je trouve ça très intéressant. La notion de perturbateur endocrinien peut être présent dans les huiles essentielles de lavande et de titri, parce qu'il y a une sexualisation précoce chez les petits garçons. Hein, la lavande, je le rappelle, on le met notamment pour les poux, au niveau des cheveux, etc. Donc c'est proche du système cérébral. Ça montre quoi? Ça montre que finalement, les huiles essentielles ou n'importe quoi, dès qu'on dit que c'est naturel, faut faire attention. Ça ne veut rien dire le mot naturel. Ah oui, ça ne veut rien dire. Les gens qui disent en fait c'est naturel donc c'est sain, pour moi c'est une hérésie parce que si on prend l'arsenic, par exemple, l'arsenic c'est tout à fait naturel. Pourtant c'est un poison énorme pour le corps. Donc c'est pas parce que c'est naturel que ça va forcément de faire du bien à votre corps. Ça c'est quelque chose qui c'est une croyance qu'on a pour beaucoup de gens en fait. Naturel égale sain, c'est faux. Ouais, enfin t'as tout à fait raison. Et du coup. C'est pour ça que c'est très bien, parce que ça va alerter sur le fait de... Je prends des huiles essentielles, oui, mais en fait, c'est une profession à part. Le fait de pouvoir, c'est un diplôme spécifique, pas pour dire il y a ceux d'un côté qui savent pas et ceux qui savent. Non, pour dire qu'en fin de compte, on est juste à l'orée de la connaissance sur les huiles essentielles et l'impact. Pareil pour les plantes. Je prends l'exemple du millepertuis, c'est pareil. Millepertuis, ça booste. Notamment, c'est pris pour... Il y a pas mal de personnes qui ont la maladie auto-immune qui prennent du millepertuis. Je rappelle que c'est une plante pour pouvoir justement booster quand on n'a pas le moral, donc contre la dépression. Mais c'est une plante qui a énormément d'interactions médicamenteuses. D'accord? Ça, il faut le savoir. Et vous n'êtes pas censé le savoir, c'est normal, parce que c'est une profession à part. Donc, première chose, c'est... le diagnostic. Deuxième chose, symptomatologie, on peut se tourner vers des huiles essentielles, etc. Bien sûr, il faut que ça soit encadré par des huiles essentielles. Je pense au niveau articulaire, tout ce qui est Guattari couché, etc. Ça marche très bien. Deuxième chose, je mange, donc je m'immunise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut manger coloré. Plus dans mon assiette, je vais manger coloré, ça tu le dis. Plus je vais manger coloré, plus je vais avoir des antioxydants. C'est quoi les antioxydants? C'est les polyphénols, ce qui va donner la coloration aux végétaux. Mais ça, tu le dis, c'est très intéressant. Deuxièmement, pour le DU de micronutrition, j'ai eu la chance de rencontrer un ingénieur agronome qui est Pierre Veil, d'ailleurs qui a sorti un livre qui est Tous obèses demain, je crois, il me semble. C'est assez intéressant, voilà. Il est à l'initiative d'une association qui est Bleu Blanc Cœur. Et je suis très contente parce qu'ils ont fait la filière lin, notamment, qui est très riche en oméga 3. Et c'est le début de pouvoir se dire ce qu'il va y avoir dans nos assiettes. Ça commence peut-être par l'agriculture et l'élevage. Donc ça, dans le cas de régime paléo, t'en parles beaucoup. Je l'avais rencontré en fait à un congrès de médecine alternative et une personne très intéressante, effectivement, qui est très engagée et qui est très, très passionnante. Voilà. Et ensuite, un produit fermenté par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit fermenté par jour, ça les Asiatiques l'ont bien compris en fait. Il y a beaucoup de produits fermentés végétaux. Et donc, ce qui fait qu'il y a
un apport de très bonnes bactéries déjà. Mais nous, en fait, dans notre culture, dans notre alimentation moderne occidentale, il y a de moins en moins de bactéries. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de place aux probiotiques, pour pouvoir pallier en fait à ça. D'accord ? Donc un produit fermenté par jour, c'est par exemple un verre de kéfir le matin. Kéfir, le kvass, voilà, le kombucha, etc. Acheter local. Plus il y a un circuit court et plus finalement on permet d'avoir une bonne qualité dans nos assiettes. Je dis souvent, mangez, donc je m'immunise, mangez coloré, mais épicez votre vie. Épicez, donc on parle de curcuma. Curcuma, c'est un boom extraordinaire, c'est très bien, mais c'est un peu ce que je disais avant, c'est que si on ne prend pas avec du poivre noir et avec de l'huile, comme pour toutes les choses de phytothérapie, de plantes, ce n'est pas assimilé par le corps. Ça ne sert à rien. D'accord ? Curcuma, poivre noir, huile. Autre chose, le gingembre. Procédé anti-inflammatoire. Mais la racine fraîche, dans l'idéal. Il y en a qui n'aiment pas le goût. À la limite de mettre de l'eau et de tremper un peu la racine fraîche. C'est déjà ça. D'accord ? La cannelle, on connaît en tant que hypoglycémant, c'est-à-dire ça fait diminuer le taux de sucre dans le sang, mais c'est aussi un excellent anti-inflammatoire. D'accord ? Et puis, c'est pour ça qu'on dit manger méditerranéen, c'est-à-dire les herbes de Provence, on les utilise. Mais qu'est-ce qu'il y a dans nos herbes de Provence ? Il y a du thym, il y a de la sarriette, il y a du romarin. Tout ça, c'est anti-inflammatoire. D'accord ? La notion de bonne graisse, ça t'en a parlé. Moi, ça fait pas très très longtemps que je connais le régime paléo, donc notamment grâce à toi, ça m'a intéressé, j'ai essayé de voir, etc. Et c'est cette notion-là de bonne graisse, c'est-à-dire de prendre de la viande, oui, mais de la bonne viande. Combien de temps et combien de fois par semaine ? Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis la notion de stop aux infections. Par les huiles essentielles, j'en reviens, et par la phytothérapie, etc. Ça, c'est très bien. Et puis on le verra notamment sur comment détoxifier finalement un ensemble de choses, 3 choses. Détoxifier son mental, c'est-à-dire qu'une fois qu'on le sait, ou peu importe, faire tout ce qui est bon pour nous, notamment des exercices. Alors, on parle de méditation. Il faut savoir que la méditation, c'est un bien grand mot. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais de quoi tu parles ? La méditation, en fait, au départ, c'est inscrit dans une philosophie orientale qui n'est pas la nôtre. Nous, on est occidentaux. Donc, quand on va parler à une personne, on va lui dire, médite, elle va nous regarder à juste titre, même moi la première, avec des yeux de hibou, en nous disant, mais c'est quoi ça, méditation ? Donc, sans parler forcément de méditation en bon début, il y a des exercices sur YouTube, j'ai vu ça, et j'ai trouvé ça passionnant, de cohérence cardiaque. Ça prend 4-5 minutes dans la journée. David O'Hare, le docteur David O'Hare, je trouve ça extrêmement intéressant. La notion de cohérence cardiaque. Détoxifier son environnement, mais ça, peut-être, on va en parler un peu plus. C'est simplement, par un geste simple, débrancher la Wi-Fi le soir. D'accord ? Mettre le téléphone portable en bas quand on dort. Et puis, la notion physique, c'est le sport. La notion de sommeil. Le sport, c'est 30 minutes de marche par jour quand on va dans les moyens de transport. Si déjà on fait ça, c'est déjà le top pour les non-sportifs. Et puis la notion de sommeil, ça, c'est la base. Parce que ce qui m'a interpellée sur les maladies auto-immunes, c'est quoi ? C'est qu'en fait, en Ayurveda, en médecine ayurvédique, la maladie auto-immune est considérée comme guérissable. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on patine ? Pourquoi c'est considéré là-bas comme une médecine ayurvédique? Alors, j'ai pas toutes les réponses, mais notamment la notion d'épicer et puis la notion de sommeil. Parce que quand on repart simplement avec ça, on se dit ça sert à rien. Mais voilà. Je parle souvent des 4 piliers de santé. Tu les as évoqués en fait, peut-être inconsciemment, mais je dis de toute façon, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas être en bonne santé si on ne prend pas soin de nos 4 piliers qui sont l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le mental. En fait, s'il y en a un qui est pas comme il faut, les autres vont se casser la gueule aussi. Si on mange très bien, si on fait du sport et qu'on dort bien, mais qu'on a un mental dans les chaussettes, ça marchera pas en fait. On sait bien la puissance de l'esprit en fait sur le corps. J'en parlais d'ailleurs avec une de mes élèves par téléphone hier. L'effet placebo en fait, c'est le corps en fait le cerveau qui influence le corps. Et ça, la médecine le reconnaît, c'est d'ailleurs fait partie des protocoles de test sur les médicaments. L'effet placebo, c'est hyper puissant, donc on sait à quel point l'esprit peut influer sur le corps. Donc les gens qui me disent oui, mais moi je veux juste prendre un médicament ou juste changer mon alimentation, non, il faut travailler sur les 4 points absolument, sinon on pisse dans un violon comme on dit. Mais tu as tout à fait raison et c'est intéressant, mais de toute manière, moi je trouve ça important, c'est-à-dire que moi ce qui est important c'est qu'il y ait un lien. Il y a un lien entre ceux qui ont un discours comme ça,
en disant, ben voilà, faut faire ça, etc. Et ceux qui sont sceptiques. Les plus intéressants sont les personnes sceptiques. Parce que je pense que, et ça vient pas de moi, mais il y a les sceptiques intelligents, et puis il y a les autres sceptiques. Sceptiques intelligents, c'est, mais voilà, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? J'y crois pas du tout. Et ben, justement, à ces personnes-là, je dis, j'y crois pas du tout, c'est très bien. Essaye-le pendant 21 jours, puisque justement 21 jours, il y a des études qui ont montré que le cerveau, il fallait 21 jours pour pouvoir qu'il y ait une habitude. Essaye-le pendant 21 jours, ça. Et puis si ça marche pas, à la limite, tu dis, bon ben voilà, j'en entends plus parler, puis c'est n'importe quoi. À la limite, ça c'est être sceptique mais intelligent. C'est-à-dire, c'est quoi ce que tu me racontes? C'est du bullshit en gros, mais je vais quand même l'essayer, puis on voit. Ça marche pas, et je passe à autre chose. Exactement. Bah, là-dessus, on est complètement d'accord. C'est vrai que moi, beaucoup de gens, pareil, me disent c'est n'importe quoi ce dont tu parles, il n'y a pas de raison que voilà, blablabla. Bah, je dis, ok, pas de souci, mais juste teste et après on en reparle. Mais tu peux pas juger juste sur sur un a priori, ça n'a pas de sens en fait. Ah ouais, exactement. Pour finir, du coup, on va parler un petit peu de l'intestin parce que voilà, aujourd'hui, pour moi, l'intestin c'est un des piliers fondamentaux en fait d'une bonne santé globale et moi je suis persuadé et l'expérience le prouve que c'est le siège de beaucoup de problèmes de santé et notamment des maladies auto-immunes. Si on a un intestin en mauvais état, eh bien ça va générer beaucoup de problèmes. Est-ce que toi tu peux nous faire un petit retour là-dessus, donc aussi bien sur justement tout ce qu'on parle de perméabilité intestinale et puis aussi au niveau du microbiote. Parce que du coup j'ai fait aussi une vidéo là-dessus à quel point j'expliquais que il y avait une symbiose entre l'intestin et le microbiote et à quel point c'est important. Tu peux nous faire un petit rappel là-dessus? Ouais, mais c'est une super question. En fait, je pense qu'on peut dégager à peu près 6 notions intéressantes concernant le rôle de l'intestin sur les maladies auto-immunes, mais pas que. D'une part, la notion, alors le prix Nobel Elie Metchnikov, en fait, au début du XXe siècle, a déjà commencé à entrevoir quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a découvert qu'on pouvait contrecarrer les effets des bactéries pathogènes en consommant notamment des bactéries lactiques. D'accord? Ça, c'est premier éclairage. Deuxième éclairage, c'est que de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a une évolution de l'alimentation. Et que cette évolution de l'alimentation, qu'on appelle l'alimentation moderne, puisqu'il y a produits alimentaires notamment transformés, va avec l'apparition des maladies auto-immunes. Donc par exemple, je prends l'exemple d'un poulet basquez, je n'ai rien contre ce plat-là, mais le poulet basquez tout prêt, par exemple, on va ingurgiter des protéines d'œufs, du sucre, de la poudre de lait, du gluten. Donc finalement, cette alimentation moderne-là, elle est agressive. Pour qui? Pour les muqueuses. Et notamment pour la muqueuse intestinale, et donc elle est potentiellement allergisante. Il y a une autre chose à remarquer aussi dedans, c'est qu'il y a une absence en fait de rythme alimentaire en fonction des saisons. Et ça aussi, alors c'est un peu moins élucidé, mais il y aurait finalement un rôle dans cette agression des muqueuses. Troisième point important, c'est qu'on a recours trop souvent aux antibiotiques. Qu'est-ce que ça veut dire? On a recours aux antibiotiques, notamment lors de l'élevage donné chez les animaux. On commence à voir apparaître, j'ai vu, et ça m'a fait sourire, je trouve ça génial, un petit bond personnel, c'est que chez les animaux, bon, j'ai vu pas d'antibiotiques. On ne donnait pas d'antibiotiques, par exemple, pour un élevage, je sais plus si c'était du jambon, enfin bon. Et en même temps, des antibiotiques chez nous, donc chez les enfants, etc. Il faut savoir qu'il y a une agression des muqueuses, mais qui a été vérifiée. Donc maintenant, on commence à donner un peu des probiotiques à côté, quand on donne. Quatrième chose intéressante, et ça, t'en as parlé, c'est la relation entre la flore de l'organisme, la flore intestinale, et la notion de maladie auto-immune. Alors, quel est le lien? En fait, la flore et la muqueuse intestinale, elles sont indissociables, d'accord? Flore intestinale, finalement, il faut savoir que l'intestin, c'est le champion du monde des chambres d'hôtes, parce que ça abrite 100 000 milliards de bactéries. Ça représente à peu près plus de 2 kilos. C'est énorme, énorme. Donc finalement, cette flore, elle est indissociable de notre muqueuse intestinale, donc elle dialogue constamment, d'accord? Et on sait aujourd'hui que les maladies auto-immunes sont dues au fait que la muqueuse intestinale, tu l'as dit, est très poreuse. Donc on parle de syndrome intestinal poreux, donc le leaky gut syndrome, d'accord? Et en fait, la muqueuse intestinale, notre intestin, au lieu que ça soit comme une mêlée de rugby où finalement tout le monde va pouvoir se serrer les coudes, bah, la muqueuse elle va devenir perméable. Il va y avoir des trous au niveau de cette couche intestinale et ça va laisser passer des aliments dans l'organisme. Du coup, le système immunitaire qui normalement est présent au niveau de notre intestin, on l'appelle le GALT,
sans rentrer dans les détails, c'est le Gut Associated Lymphoid Tissue, en fait, qui comprend les 2/3 des cellules immunitaires de l'organisme, pour lequel la majorité ce sont des globules blancs. Et ben, ce système immunitaire-là, il va être altéré. Et au final, il va sécréter des anticorps énormément et de façon non compréhensible, ce qui va faire un dysfonctionnement immunitaire. L'autre chose à comprendre, c'est que, c'est ce que j'ai déjà dit, en Asie, il y a beaucoup de produits fermentés végétaux. Donc, ce qui fait qu'il y a un apport de bonnes bactéries. Et cet apport de bonnes bactéries, contrairement à notre alimentation occidentale moderne, qui comporte de moins en moins de bonnes bactéries, on va devoir les trouver dans les complémentations, et notamment dans les probiotiques. Donc ça, c'est une question qui est extrêmement importante et c'est simplement l'iceberg. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que malheureusement, c'est un peu le laisser pour compte de la santé moderne. En fait, je trouve l'intestin, c'est que finalement, il est agressé tout le temps par l'alimentation moderne et la médecine moderne s'en occupe très peu en fait. Hein. On se soucie pas de ce qui passe dans notre intestin et quand on va voir le médecin pour dire voilà j'ai une pathologie, il va s'en foutre en fait de savoir ce qu'on mange finalement. Lui, ce qu'il va voir, c'est les symptômes. Mais à aucun moment, il va dire, tiens, est-ce que vous mangez du gluten? Est-ce que vous consommez du lait de vache? Est-ce que vous consommez des produits industriels qui vont eux aussi attaquer la muqueuse? Est-ce que vous consommez... Enfin voilà, la liste, elle est super longue en fait. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que c'est un peu le laisser pour compte en fait. Quoi. Et aujourd'hui, on recommence maintenant à se rendre compte à quel point c'est important. Comme je dis souvent, il y a une flopée de livres qui sont sortis récemment sur le rôle essentiel de l'intestin. Et heureusement, on recommence à le mettre au centre de la santé et il n'est pas trop tard en fait. Ah oui, mais souvent c'est d'inspiration aussi des médecines orientales, hein, parce que cette vision-là holistique, elle est présente, notamment quand on dit faire du qigong, etc., faire d'autres choses. C'est parce que c'est cette vision globale en fait. Hein, quand on parle de méridien, moi je suis pas une spécialiste dans ça, mais d'autres personnes en parleront beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que c'est vraiment cette notion-là holistique, en disant que tout n'est pas segmenté. Et je pense qu'on commence. Et puis ça met toujours un petit temps entre le fait de comprendre et d'ingurgiter, même au niveau de la profession médicale, des nouvelles notions et de pouvoir les appliquer après au niveau de son cabinet. Voilà. Donc, Bon, en tout cas, c'était super intéressant tout ça. Merci Kenna pour tous ces éclaircissements. Du coup, toi, rappelle-moi, t'es dans quelle ville en France déjà? À Paris. À Paris, d'accord. Donc, tu as un cabinet? Oui, j'ai un cabinet de naturopathie, Paris dans le 5e. Donc, on mettra tes coordonnées du coup juste en dessous de la vidéo, comme ça, s'il y a des gens qui regardent la vidéo qui sont intéressés de travailler avec toi en direct, ils pourront te contacter. Et puis, du coup, le 19 avril, je fais une conférence du coup sur les maladies auto-immunes et du coup, tu as accepté d'y participer, donc merci, c'est cool. Et du coup, on se retrouvera le 19 avril. Et pour les gens qui regardent la vidéo, du coup, après le 19 avril, il y aura le lien du replay du coup de la conférence dans la description de la vidéo. Merci Kenna pour tous ces Merci à toi Wilfried, c'était un bonheur et voilà, je te remercie encore. Et puis on se retrouve très vite. Salut. Merci, au revoir.